Le Soleil. Une boule de feu dont la température peut atteindre 15 millions de degrés. Est située à 150 millions de kilomètres de la Terre. Il est à l'origine de la vie et son action est déterminante pour notre planète. Au centre du système solaire, vital pour l'humanité et la nature, le Soleil est à la fois source de création et source de danger. Pour la Terre, le Soleil n'est pas n'importe quelle étoile. C'est l'astre des astres. Le plateau montagneux du Finnmarksvidda, dans le nord de la Norvège. C'est la région qui enregistre les températures hivernales les plus froides du pays. Début avril, il y fait encore moins 10 degrés, voire en dessous. Nous accompagnons des chasseurs d'un genre particulier. Le ciel va se dégager ce soir. Espérons qu'il fera aussi beau le reste du week-end. Le Britannique Andy Keane, son fils Alex et leur collègue et ami de longue date Alan Napier. Andy passe de nombreuses semaines par an au nord du cercle polaire pour observer un phénomène naturel unique au monde. Quand cette aventure a-t-elle commencé ? Tout a commencé dans un lit d'hôpital. J'avais une vingtaine d'années. Un matin, je me suis réveillé totalement paralysé. Pas avachi comme les gens peuvent l'entendre. Non, j'étais dans un état qui s'appelle la tétanie. Mon corps était raide comme un cadavre. Il m'a fallu environ 1 an pour réapprendre à marcher et m'en remettre complètement. Puis 4 ans plus tard, ça a recommencé. Il s'agissait d'une neuropathie périphérique, une forme très commune de cette maladie. C'est plus ou moins comme si mon corps avait marqué un but contre son camp. Et c'est ce qui a provoqué cette paralysie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de venir en aide aux gens du monde entier qui se trouvaient dans la même situation que moi. J'y ai consacré 15 années de ma vie. En 2008, j'ai vu un documentaire sur les aurores boréales. Et je me suis dit, imagine que ça t'arrive à nouveau, que tu sois paralysé ou à l'article de la mort. Quelle est la dernière chose que tu aimerais faire si tu en avais la possibilité ? Voir les aurores boréales. Aujourd'hui, Andy est un peu l'Indiana Jones des aurores boréales. Il n'y a pas un endroit dans le nord de la Scandinavie où il ne les a pas pourchassés. Il va passer les prochains jours avec son équipe à Kautokeino, centre de la culture Sami en Norvège. Les Samis sont les derniers autochtones d'Europe encore en vie. Longtemps opprimés par les gouvernements successifs, les Samis militent contre la dénomination commune Laponie, dérivée du terme péjoratif lapon, qui signifie en suédois « porteur de haillons ».
Ils appellent Sápmi leur aire culturelle qui s'étend au nord, du cercle polaire de la Norvège à la Russie, en passant par la Suède et la Finlande. Kautokeino signifie en sami « au milieu d'eux ». C'est le lieu historique où les Samis se retrouvent depuis des siècles. C'est une localité isolée où il fait très froid. Pendant longtemps, le problème a été de pouvoir s'y rendre. Maintenant, l'accès est plus facile. On y est arrivé. Ça a demandé quelques efforts, mais je pense que ça en valait la peine. On se trouve dans un endroit absolument unique au monde. Il n'y a pratiquement personne ici. On a de la chance de pouvoir explorer cette destination hors des sentiers battus. Elle finira tôt ou tard par être connue et envahie par une foule de gens. Dans ce lieu loin de tout, il n'y a quasiment pas de pollution lumineuse ni atmosphérique. C'est le point de départ idéal pour une chasse aux aurores boréales. Lors de la naissance de l'univers, des éléments tels que l'hydrogène, l'hélium et le fer tourbillonnent autour d'une ancienne galaxie pendant quelques milliards d'années avant de fusionner et de former un immense nuage de poussière. Sous l'effet de sa propre gravité, cette gigantesque nébuleuse finit par s'effondrer et donner naissance à une étoile, le Soleil. Apparu voici 4,567 milliards d'années, il contient 99,8% de la masse totale du système solaire. Grâce à sa force d'attraction, le Soleil maintient la cohésion du système solaire. Il permet ainsi la vie sur Terre. Et si les conditions y restent constantes, c'est parce que la distance est toujours la même entre la planète bleue et l'astre jaune. Sans le Soleil, pas d'énergie ni de vie. C'est aussi simple que ça. C'est dans ce paysage volcanique à Tenerife que se trouve l'observatoire du TID et l'astrophysicien de renommée mondiale, Sami Solański. Le Soleil est constitué à 92% d'hydrogène, l'élément le plus léger, et à presque 8% d'hélium, le deuxième élément le plus léger. Ces deux gaz sont utilisés par exemple pour les ballons dirigeables en raison de leur légèreté. Ils montent très bien dans l'air. Tout le reste ne représente que 0,2%. Comparé au Soleil, la Terre est un objet microscopique. Voici la Terre, la planète bleue et ses continents. Elle a un diamètre de 3 cm. En comparaison, le Soleil serait un ballon, un énorme ballon de gaz lumineux de 3 mètres de diamètre. Cette bille, on pourrait l'insérer 1 million de fois dans ce ballon de gaz de 3 mètres de diamètre. De la même manière, on pourrait insérer la Terre 1 million de fois dans le volume du Soleil. Et encore, elle le remplirait tout juste. Le Soleil fascine, et depuis la nuit des temps, l'humanité tente d'en dévoiler les mystères.
En 1609, le savant italien Galilée invente un instrument unique en son genre. Le télescope en tant que tel n'est pas une invention de Galilée, mais on lui doit l'outil optique qui a bouleversé la science. Le télescope a été créé fin 1608 aux Pays-Bas et Galilée en a connaissance en 1609. Il parvient sans doute à mettre la main sur l'un des premiers exemplaires. Il comprend comment il fonctionne et le perfectionne. C'est le moment décisif. À partir de là, ça devient le télescope de Galilée. Car si le modèle hollandais présente un grossissement par 3, le sien offre un grossissement par 20, voire plus. Doté du meilleur instrument, Galilée peut observer des choses que personne avant lui n'avait jamais vues. Lorsqu'il s'aperçoit qu'avec cet outil, il peut découvrir de nouvelles choses dans le ciel, son activité scientifique devient frénétique. La nuit, il observe, écrit, corrige, et envoie le texte, entre autres, à un imprimeur vénitien. Ce dernier réalise l'épreuve. Mais entre-temps, Galilée a fait de nouvelles découvertes et il remanie le texte. Et ce, dans un laps de temps très court, de l'été 1609 à mars 1610. Les découvertes de Galilée portent sur la Lune, le nombre d'étoiles et la composition de la Voie lactée, mais aussi sur les satellites de Jupiter qu'il observe pour la première fois avec la longue vue qu'il vient de mettre au point. Le savant écrit à ce propos: « J'ai observé une myriade d'étoiles que nous n'avions encore jamais vues. Leur nombre est 10 fois plus important que celui des étoiles anciennement connues. » Ancien professeur de mathématiques à l'université, Galilée devient, en l'espace d'un mois, la personne la plus importante du monde. La Bibliothèque nationale centrale de Florence est la plus grande bibliothèque d'Italie. Elle abrite 150 km de rayons de livres, auquel vient s'ajouter chaque année 1 km supplémentaire. L'établissement renferme la plus importante collection de manuscrits originaux de Galilée. Des documents d'une valeur inestimable. Voici la page la plus célèbre que nous possédons. C'est peut-être même la plus célèbre au monde. Galilée a réalisé les premiers dessins précis de la surface lunaire avec tous ses cratères. Un témoignage exceptionnel de ses aptitudes scientifiques et artistiques. Mais il va faire une autre découverte explosive. En pointant son télescope vers le Soleil, il perce l'un de ses plus grands mystères. 12 février 1612. Il a d'abord, à proprement parler, effectué les dessins des taches solaires. Et il a écrit à ce sujet. Nous avons la date ici. Le 1er mars, au soleil couchant, il y avait des taches solaires. Mais à partir du 2 mars, aucune tache n'est apparue à l'est du soleil et il est monté avec un pouls croissant. Ah, je comprends. Il s'agit de savoir combien de pulsations il faut au soleil pour se lever. C'est ça. Galilée remarque quelque chose d'étrange. Le soleil est maculé et impur. Il découvre les taches solaires. Pendant que Galilée le dessine,
le Soleil se déplace dans le ciel. Il fixe donc ce mouvement sur le papier et s'aperçoit que les taches solaires ont des orientations différentes si elles ont été observées au lever ou au coucher du Soleil, lorsque celui-ci a changé son inclinaison par rapport à l'observateur. Galilée démontre ainsi que le Soleil tourne autour de lui-même, quand d'autres en ont simplement émis l'hypothèse. Les taches solaires constituent la preuve de la révolution du Soleil autour de son axe. Cette découverte ébranle la société de l'époque. Galilée ouvre les yeux à l'humanité, car ses observations du système solaire valident aussi de manière indirecte la révolution copernicienne, à savoir que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. L'homme n'est donc pas au centre de l'univers. À Kautokeino, dans le nord de la Norvège, Alan Napier veut montrer des taches solaires à ses collègues, comme Galilée en avait déjà observé il y a 400 ans. À une différence près, Alan, lui, a recours à un appareil photo moderne et un filtre solaire spécial. Aujourd'hui, on va essayer de voir à l'aide d'un appareil photo s'il y a des taches à la surface du Soleil. Pour cela, j'utilise un téléobjectif de 350 mm avec un filtre solaire. Il ne faut jamais regarder directement le Soleil, parce qu'on peut très vite s'abîmer les yeux. Qu'est-ce que ça donnera quand tu auras pris la photo? Les taches solaires seront grosses? Non, elles seront assez petites. La photo montrera un soleil doré ou orange. C'est grâce au filtre solaire que la couleur apparaît. On devrait apercevoir quelques petites taches sombres. Si elles sont dans notre direction. Absolument. Voilà à quoi ressemble le Soleil avec l'appareil d'Alan. Nous avons maintenant notre photo. Il y a 3 taches solaires. Ici, ici et là. Elles forment un triangle. Les points sombres et flous sont des taches solaires dont le diamètre est supérieur à celui de la Terre. Quant à leur formation, c'est toujours un mystère plus de 400 ans après leur découverte. Le Soleil apparaît de façon bien particulière dans le Grand Nord, au-dessus du cercle polaire. Pendant la nuit polaire, il est totalement invisible pendant 2 mois, alors que l'été, il reste presque 3 mois au-dessus de l'horizon. Comprendre le Soleil, c'est aussi comprendre son influence sur la Terre. C'est fou dans le bon et le mauvais sens du terme. Pour les habitants de ces régions, c'est une période difficile. L'absence de lumière provoque une carence en vitamine D. Les gens sont tristes, tombent en dépression et malheureusement, la consommation d'alcool augmente. Voilà ce qu'il faut affronter durant les longues nuits d'hiver. Puis, quand le soleil de minuit illumine le ciel, c'est exactement le contraire. En principe, il faudrait dormir. Seulement voilà, les conditions lumineuses sont tellement belles qu'on sort l'appareil photo. C'est vraiment délicat, mais d'une façon très positive. Un cordon lumineux relie le Soleil à la Terre. C'est vers ce lien invisible que la nature s'oriente, tout comme la faune et l'humanité. Le manque de lumière naturelle perturbe le rythme biologique humain. Mais l'excès de soleil représente également un danger.
Une menace que certaines personnes doivent affronter tous les jours. Ronia Wittmann souffre d'une maladie métabolique rare, la protoporphyrie érythropoïétique ou PPE. Le contact de la lumière avec son corps provoque de douloureuses brûlures sous la peau. Voici comment je pourrais décrire cette douleur. Quand il fait très froid dehors, qu'on a déblayé la neige et qu'on a les mains gelées, on rentre et on se lave les mains. Eh bien, c'est ce court moment où le jet d'eau touche les mains. Comme l'eau est très chaude, ça brûle pendant quelques secondes. Normalement, ça passe assez vite parce que les mains se réchauffent. Mais chez moi, c'est un état qui dure plusieurs jours. En plus des douleurs insupportables, les patients souffrent en général du manque de considération. Le soleil est un stigmate invisible pour eux. Il arrive par exemple qu'une belle journée d'été vire au cauchemar. À l'école, quand mes camarades décidaient d'aller au bord de l'étang, j'aurais eu envie de les suivre, mais ce n'était pas possible. À force, les autres finissent par ne plus te demander de les accompagner. Alors tu passes beaucoup de temps seul, enfermé chez toi. Les jours les plus sombres, tu as le moral à zéro, tu bois du noir, et il faut essayer de s'en sortir. Des jours comme ça, il y en a, et c'est horrible. Enfant, Ronia préférait ne pas parler de sa maladie et souffrir en silence. Regarde, là tu te rafraîchis les pieds en les passant par la fenêtre. J'arrivais pas à dormir. Voilà la tête que tu faisais quand tu n'allais pas bien. On en a passé des nuits blanches. Je savais vraiment plus quoi faire. On en arrivait à douter que ce soit à cause du soleil parce qu'il n'y avait pas de changement visible à la surface de la peau. Simplement, elle avait toujours des douleurs. Elle disait « j'ai mal ». Et on ne pouvait pas ou on ne voulait pas la croire parce qu'il n'y avait pas de symptômes apparents. C'était dur pour nous. Avec le recul, c'est encore pire pour moi parce que je sais maintenant de quoi il s'agissait. Quand j'y repense, je me dis « Oh là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a infligé à notre fille ?» Comme c'est une pathologie peu connue, les enfants et les parents passent beaucoup de temps à chercher des explications. Dans le cas de Ronia, ce n'est qu'à l'âge adulte qu'un diagnostic a pu être établi. La PPE est une maladie incurable. Mais pour Ronia, les symptômes peuvent être soulagés avec un médicament. Une hormone artificielle stimule le bronzage de la peau, ce qui lui permet de passer plus de temps à l'extérieur. Depuis, sa vie s'est nettement améliorée. Je crois que beaucoup de gens se disent « Elle reste tout le temps cloîtrée chez elle, elle est incapable de faire quoi que ce soit. On ne peut rien entreprendre avec elle. » Pourtant, j'aime les activités en plein air comme la plongée, l'escalade, la randonnée ou le beach volley. Ce qui me donne de la force, c'est de savoir que d'autres personnes sont dans la même situation que moi et de pouvoir vivre des trucs sympas ou avoir des activités intéressantes. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, je me dis « Génial, j'y suis arrivée » et je le referai parce que ça a marché une fois. Ça me donne clairement de l'espoir.
La lumière naturelle est nécessaire à l'existence humaine, au corps et à l'esprit. Pour comprendre comment elle est générée, il faut explorer l'intérieur du Soleil. Le Soleil se présente comme l'intérieur d'un oignon. La couche extérieure, c'est ce qu'on appelle la couronne solaire. Je vais la retirer. Sa température est de plus d'1 million de degrés. On ne sait toujours pas comment le Soleil parvient à chauffer autant cette partie de l'atmosphère. En dessous, il y a la chromosphère, la deuxième couche extérieure de l'atmosphère solaire qui est nettement plus fraîche, entre 8000 et 10 000 degrés. Puis vient la couche la plus froide, la photosphère, qui a une température presque douce, entre 5000 et 6000 degrés. On arrive ensuite à la surface du Soleil. On ne peut pas voir au-delà. Il faut utiliser d'autres méthodes pour sonder l'intérieur du Soleil. On sait que la zone de convection se trouve juste sous l'atmosphère. En dessous, il y a la zone de rayonnement. Et tout à l'intérieur, on est dans le noyau solaire. C'est là que l'énergie est générée par fusion nucléaire. Puis, sous forme de photons, de lumière, elle se dirige vers l'extérieur, remonte à la surface et parvient jusqu'à nous. La fusion des noyaux atomiques à l'intérieur du Soleil dégage une puissance inimaginable. Ce qui s'en rapproche le mieux est l'arme la plus redoutable jamais conçue par l'être humain. En 1952, les États-Unis testent pour la première fois des bombes thermonucléaires sur un petit atoll au cœur de l'océan Pacifique. La première bombe à hydrogène qui porte le nom de code Mike libère une énergie équivalente à 10,4 mégatonnes de TNT. Le Soleil en produit des quantités bien plus importantes. En son centre, l'équivalent de plusieurs milliards de mégatonnes de TNT explose chaque seconde. À environ 70 km à l'est de San Francisco, on tente de percer le secret de cette énergie colossale afin de pouvoir l'exploiter. Entouré de pâturages et de collines brûlées par le soleil, le National Ignition Facility, ou NIF, se trouve à la lisière de la petite ville de Livermore. Ce site a été initialement créé pour simuler des explosions atomiques sans recourir aux dangereux essais comme sur les atolls des îles Marshall. Dans ce but, on a construit le laser le plus puissant au monde. Sur Terre, c'est l'endroit où l'on se rapproche le plus des forces du Soleil. Quand on voit cette machine pour la première fois, on se demande « C'est ça qu'on cherchait ?» Nous accompagnons un homme qui peut difficilement cacher son enthousiasme. Bruno van Wantergem, le directeur d'exploitation. Les rayons laser mesurent à peu près 40 cm sur 40. Et chacun d'eux a une puissance d'environ 20 000 joules. Chacun des modules qu'on voit ici est composé d'un total de 192 réservoirs et contient près de 2 millions de joules d'énergie électrique. Les seuls lasers qu'on trouve dans le bâtiment sont ces minuscules appareils. Le reste n'est qu'un gigantesque amplificateur. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On essaye de recréer un soleil miniature à l'aide de rayons laser ultra puissants.
192 lasers sont installés dans 2 immenses hangars de 6000 m² sur 10 étages chacun. Une véritable prouesse technique. Et tout est dirigé vers cette pièce, la Target Bay, ou chambre cible. C'est ici que la magie opère. Les 192 rayons laser du NIF sont acheminés jusque-là, où ils génèrent les températures et les pressions nécessaires pour déclencher une réaction de fusion qui dépasse les conditions à l'intérieur du Soleil. On teste ici un principe fondamental de la physique nucléaire. Une fois la fusion amorcée, toute l'énergie se décharge sur un cylindre en or de la taille d'un petit pois. À l'intérieur se trouve un granulé congelé contenant des isotopes d'hydrogène. Sa température est portée à plusieurs millions de degrés, ce qui génère une force inouïe. Les noyaux atomiques commencent alors à fondre et à se transformer en hélium. En décembre 2022, on est parvenu pour la première fois à libérer plus d'énergie qu'on en a utilisé pour générer la réaction. C'est l'un des exploits scientifiques les plus remarquables du XXIe siècle. On pourrait ainsi disposer bientôt d'une source d'énergie durable et inépuisable. Pendant un dixième de milliardième de seconde, nous avons généré plus d'énergie que la puissance totale du Soleil avec un objet grand comme la pointe d'une aiguille. C'est ici que nous avons reproduit pour la première fois le Soleil sur Terre, dans un laboratoire au milieu de cette chambre. Mais tout le monde n'est pas convaincu qu'il faille contrôler le phénomène physique à l'origine de l'énergie solaire. Le succès du NIF suscite les critiques de la communauté scientifique qui remet notamment en question le calcul de l'excédent d'énergie. Quoi qu'il en soit, la fusion nucléaire reste pour l'heure un rêve, même si l'euphorie de Bruno van Vantergem est bien réelle. Pour la première fois, on peut dire, l'allumage de la fusion remonte à plus d'1 an. Je suis extrêmement fier de pouvoir travailler avec de brillants scientifiques et ingénieurs, dans une sorte de Disneyland de la science et de la technique. L'humanité parviendra-t-elle un jour à maîtriser la source d'énergie du Soleil ? Aux portes de la ville, Andy Keane et son équipe passent la soirée dans une tente traditionnelle sami, appelée Lavvu. Les Samis sont proches de la nature et vouent un profond respect à leur étoile. Leur quotidien tourne autour de l'élevage de rennes. Leur chant traditionnel, le yoik, célèbre les hommes, les animaux et les phénomènes naturels. Il s'agit en l'occurrence d'un hommage au défunt père de l'éleveur qui, en tant que chef, a joué un rôle particulier au sein de la famille. Quand je suis avec les rennes, je chante le yoik. C'est très important pour moi. Ça me fait penser à mon père. La tente aussi est chargée de symboles rituels. Il existe des lignes invisibles à ne pas franchir. Le bâton de feu comporte des messages secrets. Même la disposition de la tente ne doit rien au hasard. Elle est orientée à l'est, là où le vent souffle moins et où le soleil se lève. Les Samis les appellent le Père Soleil et la Mère Terre.
C'est vrai. Avant que le christianisme n'arrive chez nous dans les années 1850, on avait beaucoup de divinités. On avait des dieux pour le foyer, les éleveurs de rennes, les femmes enceintes. Enfin, on avait des dieux pour presque tout ce qui était important dans nos vies. La raison est simple. En général, quand on garde des rennes, on est seul. Donc il faut croire en quelque chose. Espérer qu'il y ait quelqu'un pour nous aider. Il s'agit d'un mode de vie totalement différent. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes fascinés par les aurores boréales, mais pour les Samis qui vivent ici, c'est un phénomène qui se produit presque chaque nuit pendant les mois d'automne et d'hiver. À leurs yeux, c'est banal. On n'aime pas beaucoup les aurores boréales. Quand on était enfant, notre mère nous racontait que si on sortait tard la nuit et qu'on se moquait des aurores boréales, elle viendrait transformer toute la famille et le troupeau de rennes en pierre. Alors je ne les regardais jamais, parce que je baignais dans ce genre de récits. Je me souviens qu'un jour, j'ai demandé à ma mère pourquoi l'aurore boréale avait autant de couleurs différentes. Elle m'a répondu, « C'est simple. L'aurore boréale va chercher autant d'enfants à la couleur de peau différente. C'est pour ça qu'elle a une telle variété de teintes. » Pourquoi ma mère nous racontait-elle ces histoires? Peut-être qu'elle voulait qu'on retourne à la tente quand il était tard. Possible, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans et j'ai toujours un peu peur des aurores boréales. Les chasseurs d'aurores boréales se mettent aujourd'hui en route. Les prévisions météo sont bonnes et les conditions idéales pour apercevoir les mystérieuses lumières célestes. Quelle est la température? Moins 22,5. C'est bien. Les hommes se rendent dans un endroit qu'ils connaissent bien et qu'ils appellent le planétarium. Et voilà. On installe rapidement les appareils pour prendre des photos. Parfait. Waouh! C'est génial. Regardez ça. On a beau en avoir vu des milliers, on ne s'en lasse jamais. Elle est belle. Elle ressemble à un renard, avec la queue qui se détache. On voit aussi des crayons et on distingue bien la bande de lumière. Il y a beaucoup de mouvements. Je vais essayer de la photographier en grand angle. Quel calme. Et quelle clarté, comme un planétarium. On ne s'en lasse jamais. Absolument. Pour moi, ça permet de voir la vie sous un autre angle. On se sent plus léger ici, dans la nature. Et on s'imprègne de tout ce qui nous entoure. C'est magique, vraiment magique. En Norvège, certaines personnes disent que c'est grâce aux aurores boréales qu'il y a autant de poissons dans la mer de Norvège. En Finlande, on les appelle revontulet.
ce qui signifie feu de renard ou magie de renard. Ça vient de la queue touffue de cet animal qui balaie la neige et crée cette forme d'aurore boréale dans le ciel. Enfin, je pense que chacun de nous donne une signification différente à ce phénomène. Le plus beau pour moi, c'est de voir des adultes redevenir des enfants pendant 5 minutes. Certains courent partout en criant de joie. C'est extraordinaire. Ils oublient leurs emails et le travail. Ils ne font plus qu'un avec la nature. Ils se reconnectent avec elle. Je crois qu'on en a tous besoin dans la vie. On pourrait presque dire qu'elle est vivante, parce qu'elle change en permanence. La Voie lactée, juste au-dessus de nous. Les aurores boréales naissent à 150 millions de kilomètres d'ici, dans cette magnifique étoile qui réchauffe l'humanité. Non seulement le Soleil diffuse de la lumière et des rayonnements thermiques, mais depuis sa surface, d'énormes quantités de matière s'évaporent en permanence ou sont projetées dans l'espace par des éruptions. C'est ce que les scientifiques nomment le vent solaire. Cette tempête électromagnétique est composée essentiellement de protons et d'électrons. Comment se forme-t-elle exactement? Le mystère reste entier. Lorsque la tempête atteint la Terre, un étrange phénomène a lieu. Un bouclier invisible, le champ magnétique terrestre, la dévie. Les lignes du champ magnétique convergent et forment un entonnoir dans lequel le gaz afflue vers les pôles. Au moment où cela se produit, les gaz se dirigent vers le pôle nord et le pôle sud, où ils entrent en interaction avec des molécules d'oxygène notamment. Puis ils sont alimentés en énergie et c'est une description très simple. Ils se transforment en photons qui sont des particules lumineuses. Ils émettent de la lumière de différentes couleurs. Par exemple, l'oxygène crée du vert, du rose ou du magenta. Mais ce n'est pas un état naturel pour eux. Et ils essaient désespérément de se débarrasser de cette énergie. Donc, quand on regarde le ciel de nuit, qu'on le voit s'illuminer, s'animer, puis pâlir brusquement, l'aurore boréale perd son énergie. Mais il ne faut pas abandonner la partie. Les particules lumineuses peuvent se recharger parce qu'elles sont bombardées en permanence. Bien sûr, elles finissent par perdre entièrement leur énergie à un moment donné, et tout retourne à un état d'équilibre. L'aurore boréale disparaît, et tout le monde est déçu. Le Soleil recèle encore un autre secret. Il suit un cycle mystérieux d'environ 11 ans. L'astre passe ainsi d'un minimum à un maximum d'activité, sans que les scientifiques puissent en expliquer la cause. Dans les phases hautes, des milliards de tonnes de matière sont sans cesse propulsées dans le système solaire. Il s'agit d'éjections de masse coronale qui peuvent survenir plusieurs fois par an. La plupart n'arrivent même pas à proximité de la Terre. Si elles sont en général sans danger pour l'être humain, elles peuvent causer d'énormes problèmes techniques. Le 1er septembre 1859, des mineurs venus dans le Colorado pour participer à la ruée vers l'or rapportent que cette nuit-là, le ciel s'illumine comme en plein jour. À Londres, paraît-il, on peut lire le journal en pleine nuit. La lumière flamboyante est visible jusqu'à la Havane et dans de nombreuses régions. Les gens croient que des villes voisines ont déclenché des feux.
C'est la plus grande tempête magnétique solaire observée jusque-là. L'événement de Carrington. Des lignes télégraphiques s'embrasent. La technique de communication rudimentaire tombe en panne. En 1989 et en 2003, des tempêtes solaires comparativement plus faibles paralysent des zones entières des États-Unis et du Canada. We had no emergency backup systems go on. Employees used their cell phones to guide people down the stairs. There is no subway, there are no buses, there are no streetcars, nothing for now. We're all stuck together. I'm not able to contact my husband on cell phone. I don't know about my kids. You know, it's all... For some reason or other, there was a power failure in northern New York or southern Canada. We are caught up in one of the biggest blackouts in history. Aucun doute là-dessus. Si une tempête solaire de la force de l'événement de Carrington se produisait aujourd'hui, notre monde électrifié et interconnecté pourrait bien être dévasté. Pour ne pas en arriver là, toute la division héliophysique de la NASA de Greenbelt dans le Maryland travaille d'arrache-pied. Alex Young est directeur scientifique adjoint du service et il voue une véritable passion au soleil. Il porte même des chaussures aux couleurs de son astre fétiche. Le soleil a ceci de particulier qu'il est tout près. Il ne se trouve qu'à 150 millions de kilomètres de la Terre. Ça peut paraître loin, mais à l'échelle de l'univers, c'est une courte distance. Ça nous permet d'examiner des détails fascinants, d'observer des taches solaires à un degré de précision incroyable, de voir la surface du Soleil bouger et tourner. On ne peut le faire avec aucune autre étoile du cosmos. Dans ce bâtiment, il y a plus de scientifiques qui étudient le Soleil que partout ailleurs sur la planète. Allons voir si mon collègue Nick est là. Nous mettons au point un instrument pour la Station spatiale internationale. Le but de ce projet est de pouvoir étudier en continu la dynamique des tempêtes solaires. Toute la matière et l'énergie issue du Soleil alimentent notre atmosphère supérieure et génèrent d'énormes courants électriques. Ces derniers sont à l'origine des magnifiques aurores boréales, mais aussi de ce qu'on appelle les tempêtes géomagnétiques, qui provoquent des perturbations électriques et affectent notre capacité à utiliser nos téléphones portables, à faire fonctionner nos GPS et à communiquer. Dans les situations les plus extrêmes, ils peuvent même avoir des répercussions sur nos réseaux électriques. C'est donc un problème majeur. Et nous ne sommes qu'au début d'un processus qui vise à collecter des données dynamiques en temps réel et à mieux comprendre ces systèmes incroyablement sophistiqués. On dispose déjà de connaissances poussées en physique fondamentale. En même temps, certains détails sur la manière dont le champ magnétique du Soleil est généré à l'intérieur sont si complexes que nos modèles informatiques nous donnent certes une idée de ce qui se passe, mais n'apportent pas toutes les réponses. Certains liens n'apparaissent pas. Il reste donc encore beaucoup à apprendre. Et je pense qu'il serait vraiment naïf de dire qu'on comprend vraiment le Soleil. On s'interroge de plus en plus. On a déjà réussi à expliquer de nombreux phénomènes. Mais à chaque fois qu'il faut répondre à une question sur le Soleil, on se retrouve en général avec 10 nouvelles questions.
Les Samis ont plus de 600 mots pour la neige, mais un seul pour le soleil. Celui-ci rythme la vie dans le nord arctique et dans le reste du monde. Salut, Michael. Salut, Andy. Combien de temps la neige tient-elle ici? À peu près jusqu'au 17 mai. Le 17 mai? Oui, peut-être. Nicole Isaac possède l'un des plus grands troupeaux de rennes de la région. Vouloir connaître le nombre exact d'animaux est irrespectueux, car chaque reine a une valeur financière. Demander à quelqu'un combien il a de bêtes revient donc à lui demander combien il a sur son compte en banque. Aujourd'hui est un jour particulier. Le troupeau est rassemblé à l'aide de chiens et de motoneiges. Les éleveurs sélectionnent les rennes qui vont être abattues. Les rennes font partie de la culture des Samis. Les perdre, c'est perdre notre langue. On vit dans la nature. Je ne suis pas rentré chez moi depuis 48 heures. J'étais avec mes rennes. Ils sont tout pour moi. C'est ma vie. On ne voit pas le soleil pendant environ 4 mois, d'octobre à janvier. L'hiver, c'est dur de travailler avec les rennes, parce qu'il fait très froid. Alors je suis bien content que l'été approche. Le soleil tient évidemment une place importante dans nos vies. Ouais. Le soleil de minuit apparaît à partir de la mi-juin dans cette région du monde au-dessus du cercle polaire. Est-ce que ça a un impact sur ta vie ou sur celle des rennes? On voit bien que le climat change. Le climat? Oui, ça nous inquiète beaucoup. Hier, il a fait moins 24 degrés. Ouais. Et aujourd'hui, il fait peut-être moins 8. Le climat change, y compris dans le nord. Cet hiver a été particulièrement difficile. Moins de neige que d'habitude, des épisodes de chaleur inédits, puis un froid glacial et des tempêtes de neige. Ces 10 dernières années, on a observé des évolutions majeures, notamment à cette époque de l'année. Autrefois, la nuit polaire se terminait vers la fin janvier. C'était la période la plus froide ici. Il nous arrivait de travailler dans des régions où il faisait moins 44 degrés. De nos jours, on n'enregistre plus ces températures. Il y a beaucoup plus de précipitations, comme aujourd'hui, et une humidité plus élevée dans l'air. Pour ceux qui s'intéressent aux aurores boréales, ça rend les choses plus compliquées. Il faut que le ciel soit dégagé pour les voir, et en général de nuit. Tout change, tout se transforme. Et ça a un impact sur la vie de chacun d'entre nous. Il fait indéniablement plus chaud sur la planète. Les relevés météo en sont la preuve et ils sont alarmants. Si la Terre brûle, aucune vie n'est possible. La puissance du soleil se fait nettement plus ressentir. Même dans le lieu le plus chaud du globe, la vallée de la mort aux États-Unis. Ici,
les précipitations annuelles n'atteignent en moyenne que 120 litres par mètre carré. Et en juillet, le thermomètre dépasse régulièrement les 50 degrés. Le 10 juillet 1913, on y a enregistré la température la plus chaude sur Terre, 56,7 degrés. Cette région aride est unique au monde. Elle a pourtant ses adeptes. « 6h30 du matin. Cette nuit, la température est redescendue à 40 degrés dans la vallée de la mort. Teresa Eddington commence sa journée. J'ai l'impression d'avoir le parc entier pour moi. C'est génial. Je cherchais un lieu de travail où il ne ferait pas froid. Pendant quelques années, j'avais passé l'hiver en Antarctique. Puis, j'ai travaillé dans le nord de l'Alaska. Un jour, alors que j'étais chez moi dans le Montana et que l'hiver approchait, je me suis dit, je ne veux plus travailler en hiver. J'aimerais être dans un endroit chaud et proche de ma famille en Californie. Voilà comment j'ai atterri dans la vallée de la mort. Teresa est responsable maintenance. Avec son équipe, elle nettoie le parc entier. Tous les jours, même l'été. J'aime venir ici tôt le matin parce qu'il y a de l'ombre et que la chaleur n'est pas encore intense. Le bassin du désert de Morave est l'endroit le plus profond d'Amérique du Nord. Il se trouve à près de 86 mètres sous le niveau de la mer. Pourtant, même ici, l'être humain laisse des traces. Teresa doit les faire disparaître. Elle parcourt jusqu'à 300 km par jour. Les gens me demandent comment je peux travailler par cette chaleur. Comme nos lieux d'intervention sont très éloignés les uns des autres, on peut se rafraîchir et se reposer grâce à la clim de la voiture. Mais même la région la plus chaude de la planète n'est pas épargnée par le changement climatique. 14 des 15 températures moyennes les plus élevées ont été enregistrées au cours de ces 20 dernières années. Les refuges pour animaux se réduisent comme peau de chagrin et les phases de rafraîchissement nocturne sont de plus en plus rares. Les gardiens du parc le savent bien, car il n'y a probablement aucun autre endroit chaud au monde qui soit surveillé de si près. Les relevés de température ont lieu depuis plus de 100 ans dans des conditions constantes, à l'ombre, à près d'1 mètre au-dessus du sol. Pourtant, même ici, la vie se ferait toujours un chemin. Une colonie d'abeilles a élu domicile un peu plus haut dans les montagnes. Teresa lui apporte chaque jour de l'eau fraîche. Dante's View est mon coin favori. C'est spectaculaire.
J'aime les particularités de cet endroit. La façon dont les montagnes changent. La vallée est tellement grande. Quel site incroyable. C'est mon point de vue préféré du parc. Il se passe beaucoup de choses ici. Cet après-midi, le thermomètre dépasse encore largement les 50 degrés. Une chaleur mortelle. Teresa termine sa journée de travail. Elle se rafraîchit, répond aux emails et commande des produits pour les jours suivants. En ce moment, le plus grand défi consiste à échapper au soleil. À presque 12 000 km de là, c'est exactement le contraire. Au Jardin des Roses de Florence, les étudiants de la Florence Classical Arts Academy cherchent le soleil. Salut tout le monde! Vous avez commencé l'ébauche? Je viens de m'y mettre. Ah, très bien. Nadejda Molugova, la directrice de l'école, est curieuse de connaître le thème des travaux de ses élèves aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peins? Le panorama, avec la maison. Waouh! Quelle belle vue! Les élèves s'essaient à la peinture en plein air. À l'instar des peintres classiques, ils vont représenter la nature dans des jeux d'ombre et de lumière, en tentant de se rapprocher au plus près des couleurs naturelles. Ici, au soleil, les ombres sont plus froides parce que la lumière est chaude. Ça signifie que tout ce qui est plus clair a une couleur un peu plus chaude et tout ce qui se trouve à l'ombre a une teinte plus froide. Il est important de le comprendre quand on travaille en plein air, parce qu'à l'atelier, c'est exactement l'inverse. Les élèves peignent alla prima, dans le frais. Une technique héritée des maîtres anciens. Le tableau est réalisé directement et spontanément, tant que la peinture n'est pas sèche, en une seule courte séance. Cela nécessite un véritable savoir-faire. La lumière change tellement. C'est la grande difficulté. On doit réaliser rapidement de petites études parce que la lumière et les couleurs évoluent. C'est ce qu'il y a de plus dur, étudier la lumière naturelle. Mais je trouve ça très intéressant. Pour les artistes en herbe, la chasse à la lumière naturelle constitue à cet instant le plus grand défi. On a une impression de profondeur, ce qui est important pour moi. J'aime les couleurs et le rendu des arbres. Mais bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Reste à savoir ce qu'en pense le professeur. Je trouve que c'est un peu morcelé. C'est trop sombre. Et en même temps lumineux. Très lumineux. On ne devient pas maître du jour au lendemain. Réussir à restituer les couleurs de la nature sur la toile, c'est de l'art. Au sens propre du terme. En 2012, le télescope spatial Hubble nous a permis de voir au plus profond de l'univers.
Les astronomes ont choisi une région particulièrement sombre du ciel nocturne et orienté les appareils photo du télescope dans cette direction pendant plusieurs centaines d'heures. Ils ont ensuite pris le point le plus obscur du cliché et ont rassemblé les données relevées dans cette zone ces 10 dernières années pour créer une seule image. Le Hubble Extreme Deep Field, ou champ extrêmement profond de Hubble. Il s'agit peut-être de la région la plus sombre et la plus silencieuse de l'univers. On peut y voir encore d'innombrables soleils, répartis dans quelques 5500 galaxies comme la Voie lactée. Vu de la Terre, notre Soleil est immense. Et pourtant, dans l'immensité de l'univers, il n'est rien. Voici le Soleil. Et là, c'est une autre étoile de taille moyenne, tout à fait ordinaire, comme le Soleil. On n'arrive pas vraiment à les distinguer l'une de l'autre. Et pourtant, aussi normal qu'il puisse paraître, le Soleil n'est pas n'importe quelle étoile pour nous terriens. C'est l'astre par excellence. Ça s'explique tout simplement par le fait que le Soleil se trouve près de nous. Autrement dit, si cette balle qui mesure entre 5 et 7 cm était le Soleil, la Terre serait un grain de poussière, situé à 5-10 mètres de distance, et elle décrirait cette orbite. L'étoile la plus proche se situerait à des centaines de kilomètres d'ici. Alors maintenant, essayons de nous en débarrasser. Je ne peux pas la lancer à des centaines de kilomètres, mais à quelques mètres, ça devrait suffire. Pour les scientifiques comme moi, le Soleil est le seul astre qu'on puisse étudier du fait de sa proximité. On peut voir ce qui se passe à sa surface. On sait qu'il se produit la même chose sur d'autres étoiles, quelque part dans l'espace, loin d'ici. Mais on n'est pas en mesure de l'observer avec la même précision. Ce qu'on apprend sur le Soleil peut servir à comprendre les étoiles et tout ce qui évolue dans l'univers. Pour sonder les mystères du Soleil, il existe des méthodes exceptionnelles. Vous entendez ce bourdonnement? Il provient du Soleil, qui n'est pas un corps solide. Il est composé de gaz extrêmement chauds qu'on appelle le plasma. Et tous les mouvements qui ont lieu à l'intérieur produisent des vibrations, même les champs magnétiques qui créent les taches solaires. Et toutes ces vibrations s'accumulent et se propagent à l'intérieur du Soleil. Si on observe le Soleil à différentes longueurs d'onde, en particulier à la lumière visible, on distingue d'infimes changements qui sont dus à ces vibrations. Et on peut convertir ces changements de lumière en sons. Des sons que vous et moi pouvons entendre. Maintenant, au lieu de voir le Soleil vibrer, on utilise un autre sens, l'ouïe. Ça nous donne une impression bien différente de ce qui se passe. Ce faible bourdonnement est, pour ainsi dire, apaisant, presque reposant. Le terme scientifique est la sonification. L'analyse des sons aide à mieux comprendre les processus à l'œuvre dans le système solaire. Il y a un point vraiment intéressant à noter. Comme c'est un gaz très chaud, il s'échappe. La couronne solaire, la couche externe du Soleil, s'écoule à une vitesse phénoménale et génère de véritables rafales. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. On entend ce bruit qui me donne l'impression que le vent passe devant moi. C'est une espèce de hurlement, un peu comme dans un film d'horreur.
Mais il n'y a pas que le vent solaire. L'espace est rempli de déchets, de poussière, de particules de comètes qui pénètrent dans le Soleil et s'évaporent, mais aussi de fragments d'astéroïdes, voire de fins débris issus de la formation du système solaire. L'engin spatial fend la poussière et on entend un bruit qui évoque presque l'électricité statique. C'est un peu comme si des pluies torrentielles fouettaient une voiture. Tout ce bruit, c'est la poussière qui percute le vaisseau spatial pendant qu'il file dans l'espace. Sous le soleil, presque chaque bruit est audible. L'oreille humaine perçoit des harmonies et des vides et relève ce qui est inhabituel. Elle est ainsi nettement supérieure aux ordinateurs modernes. L'histoire de la recherche sur le Soleil est indissociable de celle du nord de la Norvège. À l'ouest de la ville d'Alta, sur le mont Haldö, à 904 km d'altitude, se dresse le plus ancien observatoire d'aurore boréale. L'observatoire a été construit en 1899 à l'initiative du physicien norvégien Christian Birkeland, qui était obsédé par l'idée de capter les forces physiques à l'œuvre derrière le voile d'aurore boréale et de les traduire en formules mathématiques. Christian Birkeland passe le rigoureux hiver de 1899 avec ses assistants sur le mont Haldö, qui se trouve au cœur d'une tempête. Les bourrasques sont parfois si fortes que les habitants ne peuvent pas sortir pendant 2 semaines d'affilée. Quand on est arrivé là-bas en hélicoptère, qu'on a vu l'observatoire d'en haut avec le paysage et les fjords environnants, et qu'ensuite on a atterri, j'ai eu l'impression de revenir au début des années 1900, à l'époque où il s'est rendu sur place. Et je me suis dit, mon Dieu, mais comment est-ce qu'il a fait avec son équipe ? Certains des instruments que Christian Birkeland et son groupe ont apportés s'avèrent inadaptés à l'étude des aurores boréales. Il découvre en revanche que les appareils qu'il utilise pour mesurer les vibrations du champ magnétique terrestre et les courants telluriques indiquent des variations caractéristiques lors d'une aurore boréale. De retour à l'université de Christiania, aujourd'hui Oslo, il compare ces mesures avec celles d'autres observatoires européens. Conclusion, les aurores boréales sont liées à de puissants courants électriques qui trouvent leur origine à l'extérieur de la Terre, dans le Soleil. Mais Christian Birkeland est en avance sur son temps. L'existence des vents solaires est inconnue jusque-là. Andy, voici Monsieur Birkeland. Il regarde en direction du fjord d'Alta. Il avait raison, mais à Londres, on s'est moqué de lui. C'est vrai ? Oui, lorsqu'il a présenté son travail, personne ne l'a pris au sérieux. 50 ans plus tard, il s'est trouvé... Qu'il avait raison. Qu'il avait raison. Monsieur Birkeland, sans vous et sans des hommes de votre trempe, on ne saurait rien des aurores boréales. Et je n'exercerais pas le métier que j'exerce aujourd'hui. Alors merci. Ça m'a aidé à mettre ma vie en perspective. Puissiez-vous contempler encore longtemps cette vue magnifique et rester dans les mémoires pour le travail que vous avez accompli. Merci.
Le travail de Christian Birkeland a été occulté et oublié. Jusque dans les années 1960, où des satellites équipés d'instruments ont été envoyés en orbite autour de la Terre pour observer les flux dans l'espace, confirmant indirectement sa thèse. Si aujourd'hui les moyens d'étudier le Soleil sont plus complexes, les lieux dédiés à cette activité ne sont pas plus accessibles. L'observatoire du Roque de los Muchachos sur l'île de La Palma, aux Canaries. À près de 2400 mètres d'altitude, au-dessus des nuages, se trouve le Swedish Solar Telescope, le SST. Le néerlandais Jorrit Lennarts de l'Université de Stockholm y passe plusieurs semaines par an. Ici, la vie en communauté est simple. Il n'y a aucune distraction. Et on travaille du lever au coucher du jour. Cet endroit est vraiment magique. On se réveille le matin, le soleil se lève et la lumière est douce, orangée. On regarde autour de soi, les nuages sont en dessous, on aperçoit les fleurs et on observe ce qui se passe à l'intérieur du cratère. On voit tous ces télescopes de l'observatoire qui se détachent du paysage comme des extraterrestres. C'est un lieu unique au monde. Mais en plus d'offrir une vue à couper le souffle, le cratère du volcan éteint présente des conditions idéales pour l'observation astronomique. Ici, l'air ne contient pratiquement pas de particules. C'est parfait pour la chasse au soleil. Voici la lentille par laquelle la lumière pénètre dans le télescope. Elle est très spéciale. C'est l'une des plus grandes au monde. L'autre particularité, c'est qu'elle n'est pas vissée sur le télescope. Ce dernier se trouve dans le vide, et c'est la pression de l'air extérieur qui maintient la lentille en place. Par équipe de 2, les chercheurs passent la journée entière à observer le Soleil, dans l'espoir de découvrir un phénomène extraordinaire. En ce moment, on essaye d'observer une éruption solaire. Il y en a peut-être une par jour, parfois un peu plus. Mais le problème, c'est que notre télescope a un champ de vision très réduit. Donc, on sait que ça arrive une fois par jour, mais on ignore où et quand ça va se produire. Parce qu'on ne peut pas toujours prévoir les éruptions solaires. D'emblée, ce qui frappe, c'est que l'installation semble accuser le poids des années. Le télescope a été mis en service en 2002 et le bâtiment a été construit il y a plus de 40 ans. Ne faudrait-il pas miser sur la technologie de pointe pour explorer les mystères du Soleil ? Il y a une combinaison particulière de high-tech et de low-tech. On dispose d'appareils photo ultramodernes et d'équipements de pointe qui sont très sensibles et qui doivent être soigneusement préparés et protégés. Et c'est ce qu'on fait. En même temps, il faut se balader avec des tournevis et recoller des pièces avec du ruban adhésif. Quand quelque chose ne fonctionne pas, on fait comme à la maison. Tu as essayé de retirer la fiche et de la remettre ? Peut-être que ça va marcher. Et parfois ça marche, c'est assez drôle. Les apparences sont trompeuses. Avec son design original, le SST est l'un des télescopes les plus utilisés au monde. Voilà comment il fonctionne. La lentille de verre concentre la lumière du soleil et l'envoie vers une table lumineuse, dans le sous-sol du bâtiment. Là, à l'aide de miroirs, de lentilles, de prismes et d'autres équipements technologiques complexes, la lumière solaire est divisée et acheminée vers divers instruments de mesure sophistiqués.
Les chercheurs peuvent ainsi observer presque en direct ce qui se passe à la surface solaire. En matière de résolution, le SST est l'un des télescopes les plus sensibles pour l'étude du Soleil. Cet après-midi, on a eu une éruption solaire quand tu étais en réunion. Tu l'as prise en phase ascendante? Non. On l'a bien vu, mais les conditions n'étaient pas assez bonnes pour prendre une photo. J'espère que demain, ça marchera. Avec les mêmes réglages. Il faut se comporter un peu comme un chasseur, qui s'assied et qui attend. Et qui, tôt ou tard, peut prendre son cliché. En un sens, c'est la même chose ici. On se tient prêt, tout doit être préparé, et il faut être patient. On reste assis jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est le bon moment, que la visibilité est satisfaisante. Alors on se met à saisir des données. C'est très excitant de se dire « Waouh, c'est parfait, on a attendu toutes ces journées et on a enfin ce qu'on était venu chercher. » Regarde. Pas très actif, mais... Pas très actif, non? C'est... Celui d'en haut. Ah, celui d'en haut, oui. Et celui d'en bas? Là, un peu plus à gauche. Je sais pas ce que c'est, mais... Ah, il se passe quelque chose, pas vrai? Si la visibilité s'améliore, on pourra essayer de constituer un ensemble de données. Voilà à quoi ressemblent les ensembles de données que le télescope capte. Un motif de granulation créé par des mouvements de gaz complexes. Des champs magnétiques changeants. Des régions solaires actives aux contours flous. Une fascinante vue en temps réel de l'astre solaire. Vous vous attendez à ce que je vous dise « je me sens tout petit et insignifiant », mais ce n'est pas le cas. Pour vous, c'est quelque chose de particulier. Pour moi, c'est un jour comme un autre. Quand on travaille quotidiennement sur quelque chose, ça devient normal. Alors parfois, on doit se rappeler que c'est exceptionnel. Pour Jorit Lennartz, c'est peut-être normal, mais l'action du Soleil peut changer la vie. Personne n'est mieux placé pour le savoir qu'Andy Keane et Alan Napier, qui ont consacré leur existence à un phénomène solaire. Je suis toujours tout excité d'apercevoir une aurore boréale. Je ressens une poussée d'adrénaline, une sensation de chaleur. J'ai envie d'ouvrir les cadeaux. Maintenant, on voit l'aurore boréale se former. De l'autre côté de la rue, au-dessus du toit de la voiture, il y a un magnifique ruban. Si on le suit dans le ciel nocturne, on se rend compte qu'il se dirige droit sur la petite maison derrière nous. C'est visible à l'œil nu. Il a une couleur vert citron. La lune est là, et elle éclaire le premier plan, ce qui permet d'en profiter pleinement. Ça donne une idée de notre place dans l'univers. Ça permet de relativiser. Il faut tout simplement le vivre. Si vous le faites une fois, il y a des chances que vous deveniez accro, comme moi. Parfois, ça devient même obsessionnel. On devrait se faire un chocolat chaud. Avec cette température, rien ne reste chaud. Ok. Alors va pour un chocolat froid.
Seulement voilà, plus les scientifiques étudient le Soleil, plus ils entrevoient sa fin. L'astre jaune n'est pas éternel. Un jour, il disparaîtra à tout jamais. En simplifiant, voilà à quoi l'avenir du Soleil pourrait ressembler. Au cours de ces 4,5 milliards d'années, le Soleil a converti une partie de l'hydrogène contenu dans son noyau en hélium. Durant cette période, il s'est un peu agrandi et éclairci. Ce processus se poursuit. De plus en plus d'hydrogène se transforme en hélium et l'astre devient toujours plus clair et plus grand, jusqu'au jour où tout l'hydrogène sera complètement épuisé dans le noyau solaire. Et une fois que les réserves d'hydrogène seront taries, le noyau se refroidira et s'effondrera. Pendant que le noyau rétrécira, l'enveloppe solaire s'étendra. Elle deviendra immense, 10 fois, 100 fois plus grande qu'aujourd'hui, et ira jusqu'à engloutir les planètes les plus proches. Puis, après quelques centaines de millions d'années, l'enveloppe sera éjectée. Elle se dispersera dans l'univers et il ne restera plus que le noyau nu. C'est ce qu'on appelle une naine blanche. Elle a un volume similaire à celui de la Terre. En comparaison, le Soleil a un diamètre de plusieurs mètres. Mais la naine blanche contient une grande partie de la masse du Soleil, lequel est encore ici dans cet objet. Puis, comme il n'y a plus de réaction nucléaire, elle refroidit progressivement. Et après des milliards d'années, elle cesse définitivement de briller. La vie d'une étoile est absolument fascinante. Elle naît de la poussière et finit par devenir ce petit objet compact et sombre. Mais l'enveloppe en renvoie dans l'espace une partie, à partir de laquelle de nouvelles étoiles se forment. Voilà comment le cycle se perpétue. Il faudra encore des milliards d'années pour en arriver là. L'humanité ne pourra plus vivre sur Terre depuis longtemps. Le déclin du Soleil aura lieu sans public.